messieurs, les Nations Unies comptent entre 192 et 184 États. Entre 192 et 184 États membres. J'ai mené des recherches pendant 27 ans, depuis 1988. Et je me suis rendu compte que parmi ces 192 ou 194 États membres de l'ONU, le Congo, la République démocratique du Congo, est un cas unique. Dans les annales des Nations Unies, aussi bien que dans les annales du monde, notre pays est un cas absolument seul, un cas unique, comme d'ailleurs le peuple congolais est un peuple unique. Pourquoi je dis cela? Mais parce que le Congo et les Congolais ont joué un rôle que aucun autre pays, ni aucun autre peuple au monde n'ont su jouer. Parce que le Congo et le peuple congolais ont apporté une contribution qu'aucun autre pays ni aucun autre peuple n'ont apporté. Malheureusement, les Congolais ignorent tout cela. Et je suis venu ici pour que nous puissions partager ensemble les connaissances que j'ai acquises, les expériences que j'ai accumulées et le savoir que j'ai pu obtenir pendant les 27 ans de recherche, d'investigation, de vérification, de confrontation, d'écoute et parfois même d'insultes. J'espère qu'à l'issue de cette conférence, nous aurons des questions-réponses. Vous allez me poser des questions, je peux peut-être aussi vous en poser, auxquelles nous allons essayer de répondre. Le Congo et les Congolais jouent un rôle extraordinaire, non pas depuis 1960, ni depuis 1997, ni depuis 1908. En fait, le rôle que le Congo et les Congolais jouent sur la scène du monde date d'il y a 130 ans. 130 ans. Et pourtant, nous ne le savons pas. Pendant tout le XXe siècle, le Congo fut un enjeu planétaire. Pourquoi je dis cela? Mais parce que le Congo et les Congolais ont joué un rôle unique durant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1940 à 1945. Le Congo et les Congolais ont apporté une contribution unique dans la victoire des pays alliés contre l'Allemagne, et pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Belges ont institué au Congo un système de travail obligatoire qu'ils ont appelé l'effort de guerre. C'était emballé sous cette formule appelée l'effort de guerre. En fait, c'était un système pénitentiaire qui ont obligé les indigènes congolais à travailler jusqu'à 20 heures par jour, parfois, pour produire les minerais dont les industries ici en Europe avaient besoin pour combattre l'Allemagne et pendant la Première Guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est pour le pays. Mais nous-mêmes, nous, les Congolais, nous ignorons qui nous sommes. Notre réelle identité nous est totalement inconnue et même étrangère. De même, nous ne connaissons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'était notre pays. Nous ne savons pas ce que nous-mêmes nous sommes. Et c'est très important pour les jeunes que je vois ici dans cette salle, pour qu'ils sachent qui ils sont, c'est-à-dire qui sont leurs parents, puisque pour la plupart, ils sont nés ici en Suède, ou bien ils sont venus ici en Suède en très bas âge, et ils ne se rappellent plus très bien à quoi ressemble leur pays. Il est donc important que, pour les jeunes Congolais qui sont ici, qu'ils sachent qui ils sont réellement. Pour vous démontrer que nous ne savons pas qui nous sommes, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Je crois que cette anecdote illustre parfaitement ce que moi j'appelle
notre cécité intellectuelle, c'est-à-dire notre aveuglement intellectuel. L'histoire que je veux vous raconter se passe au XVIIIe siècle, du côté de Boendé et de Massampoussou, dans ce qui est aujourd'hui la province de l'Équateur. Un missionnaire belge, devenu très très vieux, et sachant qu'il ne lui restait plus que quelques années à vivre, et qui a terminé sa mission d'évangélisation auprès des indigènes du côté de Boendé et de Massampoussou, décide de rentrer en Belgique pour venir y mourir. Alors, il demande à son domestique, qui était un Congolais, un jeune garçon, de lui préparer sa valise et de l'accompagner au port où l'attendait le bateau qui devait l'amener à Kinshasa. Et de là, il allait embarquer pour la Belgique. Le domestique, un jeune garçon, qui venait de se marier, emballe toutes les affaires du pasteur dans une grande malle qu'il met sur la tête et il amène le missionnaire jusqu'au port. Arrivé au port, le missionnaire regarde son domestique qui l'a servi pendant des années et il est triste. Il se dit, c'est la dernière fois que je vois mon domestique parce que je m'en vais en Belgique et là je vais mourir, donc je ne le reverrai plus jamais. Mais quel souvenir je peux laisser à mon domestique? Je n'ai pas d'argent, je suis un pauvre missionnaire. Alors il met sa main dans la poche, il fouille dans sa poche, il n'y a pas d'argent, et il regarde, tiens, il sort un morceau de miroir. Au XVIIIe siècle, les indigènes congolais ne connaissaient pas le miroir. Il se dit, mais tiens, c'est peut-être un bon cadeau pour mon domestique, c'est un bon souvenir, je vais lui laisser. Quand il verra le miroir, il saura que c'est moi qui lui ai donné. Donc, le missionnaire donne le morceau de miroir à son domestique, qui le met aussitôt dans sa poche. Et puis, le domestique accompagne le missionnaire jusqu'au bateau, il laisse la valise, le bateau quitte le port et s'en va. Le domestique regarde le bateau disparaître, et puis après, il rentre au village. En cours de route, il se rappelle, il dit, mais tiens, mais le missionnaire m'a remis quelque chose. Alors, le domestique met sa main dans la poche de sa culotte, il regarde, il voit la tête de quelqu'un. Il dit, mais le missionnaire m'a ensorcelé. C'est la première fois, évidemment, qu'il voyait son visage dans une glace, dans un miroir. Il dit, mais ça, c'est la sorcellerie. Il remet aussitôt le morceau de miroir dans sa poche. Il est effrayé. Il dit, mais comment le missionnaire lui a fait ça? Comme c'est un sorcier, c'est certainement ce monsieur va lui demander du sang. Il va lui demander des femmes ou des enfants à lui donner. Mais il n'a rien, personne, il n'a que sa femme et sa mère, sa vieille mère. Il rentre donc chez lui à la maison, complètement effrayé. Il enlève sa culotte qu'il jette sous le lit. Sa femme lui demande comment ça s'est passé le départ du pasteur, le mari ne répond pas. Et pendant toute la semaine, le mari ne répond plus à sa femme, il est devenu irascible, il ne répond plus aux questions, il ne mange plus, il ne dort plus parce qu'il est convaincu que le missionnaire l'a ensorcelé. Au bout d'une semaine, la femme se dit, bon, écoutez, je vais nettoyer les habits. Elle ramasse les habits dans la case, elle cherche la culotte de son mari, elle cherche et puis elle voit la culotte en dessous du lit. Elle prend donc la culotte de son mari, et en voulant la mettre dans le panier, elle sent quelque chose de dur. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle met la main dans la poche de la culotte de son mari, et elle regarde. Elle dit, mais enfin, maintenant je comprends, mon mari m'a pris une maîtresse. Mon mari m'a pris une maîtresse. C'est pour cela que mon mari ne me parle plus. Mais moi, je vais l'accuser chez ma belle-mère, chez sa mère. Comment est-ce possible que moi, qui viens d'épouser cet homme, on n'a même pas d'enfant, il a déjà pris une autre femme? Alors la femme prend le miroir et va chez sa belle-mère. Et dit à sa belle-mère, écoute, belle maman, ton fils m'a pris une rivale. La femme dit, mais non, c'est pas possible. Mon enfant ne me cache jamais rien. Dans les villages environnants ici, je ne connais aucune femme qui pourrait être la maîtresse de ton mari. La femme dit, non, moi j'ai vu la maîtresse, je l'ai vue. Et comment vous l'avez vue? Où est-elle? La femme prend le miroir et donne à sa belle-mère, qui regarde. Il dit, mais enfin, mon fils aussi, il est allé prendre une vieille dame édentée, qui n'a pas de dents. Au lieu de prendre
une jeune femme, que ce soit le domestique du missionnaire, que ce soit sa femme, que ce soit sa mère, personne ne se connaissait. C'est exactement le cas des Congolais aujourd'hui. C'est ça qui explique le drame terrible que vit notre pays depuis maintenant près de 18 ans. C'est ça qui explique notamment la dernière découverte de la fosse commune, je crois de Maluku, je crois qu'on avait entendu parler, où on a découvert 414 corps, 425 corps. Le Congo est un pays vaste de 2 345 000 km². Donc il y a de la place pour enterrer quelqu'un, une personne dans une tombe. Parce que quand on entasse les gens dans une fosse commune, c'est comme s'il n'y a pas assez de place. Mais le pays compte 2 345 000 km². Donc il n'y a aucune raison pour qu'on puisse enterrer les gens dans une même tombe. Deuxièmement, le Congo héberge sur son territoire plus de la moitié de la forêt équatoriale africaine. Et donc il y a du bois pour fabriquer des cercueils. Comment expliquer qu'on ait pu jeter ces corps sans sépulture dans une même fosse commune? Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de ce pays. Cela ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo se trouve confronté à une situation unique dans son histoire. Donc, je vais vous montrer l'autre Congo que j'ai découvert à travers mes investigations. Le Congo est un cas unique. Pourquoi? Depuis 130 ans, le Congo est un cas unique parce que le Congo est le seul pays au monde à avoir été indépendant 2 fois. Notre pays a été indépendant 2 fois. La première fois, le Congo est indépendant en 1885, lorsque se tient la conférence de Berlin. Notre pays naît sur la scène mondiale sous le nom de État indépendant du Congo, EIC. Donc, il était indépendant. Le 30 juin 1960, le Congo, nous dit-on, accède à l'indépendance. Il y a un problème. Donc, en 1885, notre pays s'appelle État indépendant du Congo. Et le 30 juin 1960, le même pays accède de nouveau à l'indépendance. Donc, il y en a 2. Deuxièmement, le Congo est le seul pays au monde à avoir commencé sa carrière, son existence, comme la propriété privée d'une personne. Tous les autres pays africains, tous sans exception, ont commencé leur carrière comme des colonies d'un État. Comme des colonies d'un État. État français, État portugais, État anglais, État allemand, parce que l'Allemagne avait des colonies également. Le Rwanda fut une colonie allemande. Le Burundi fut une colonie allemande. La Tanzanie, qui s'appelait à l'époque Tanganyika, fut une colonie allemande. La Namibie, qui à l'époque s'appelait le Sud-Ouest africain, fut une colonie allemande. Le Togo fut une colonie allemande. Le Cameroun fut une colonie allemande. L'Allemagne a perdu ses colonies à la fin de la Première Guerre mondiale. En perdant la guerre, l'Allemagne a perdu aussi ses colonies. Et les puissances victorieuses de l'Allemagne sur les bonnes guerres se sont partagées les anciennes colonies allemandes, entre notamment les Français et les Anglais. Les Portugais n'ont pratiquement rien eu. Donc, notre pays a commencé sa carrière, sa vie, comme propriété privée d'une seule personne. Un roi étranger qui s'appelait Léopold II. Ce roi Léopold II est d'origine allemande. Il est né à Hanovre. C'est très important de le savoir. Il est d'origine allemande. Et d'ailleurs, le drapeau belge comporte les mêmes couleurs que le drapeau allemand, mais dans l'ordre inverse. Troisièmement, la reine Elisabeth II, l'arrière-grand-mère de la reine Victoria, la reine Elisabeth II aujourd'hui, la reine Elisabeth II, son arrière-grand-mère, c'est la reine Victoria. Eh bien, le roi Léopold II fut le double oncle de la reine
Léopold II, le roi Léopold Ier, pardon, le roi Léopold Ier, le père de Léopold II, fut le double oncle de la reine Victoria. Donc, les deux familles sont liées. C'est très important à comprendre ce qui va se passer un peu plus tard. Donc, primo, notre pays a été indépendant 2 fois, en 1885 et en 1960. Deuxièmement, notre pays est la propriété d'une personne privée. Troisièmement, notre pays a été confisqué par ses propriétaires, par les créanciers de son propriétaire. Notre pays a été confisqué par les créanciers de son propriétaire. Qui sont les créanciers du roi Léopold II? Les créanciers du roi Léopold II sont des créanciers internationaux. Alors, c'est très important que nous le sachions parce que c'est l'un des points sur lesquels les Congolais n'ont jamais prêté attention. Les créanciers du roi Léopold II, les voici. Les voici. Ce sont les principaux créanciers du roi Léopold II. Ils ont prêté de l'argent au roi Léopold II. Je vais vous expliquer pourquoi ils lui ont prêté cet argent. Le montant de cet argent, c'est 25 millions de francs or. Ça fait à peu près aujourd'hui 25 milliards de dollars. C'est le montant que ces créanciers, c'est-à-dire les banquiers de la City à Londres, les banquiers de Hanovre, la ville natale du roi Léopold II, son père Léopold Ier, les banquiers de Hambourg, une autre ville allemande, les banquiers de Zurich en Suisse, les fabricants d'armes en Allemagne, dont Krupp, et en Belgique, la FN de Liège. Sixièmement, les fabricants des équipements et du matériel ferroviaire pour la construction de chemins de fer Matadi-Kinshasa. Tout cela a été fait à crédit, sur prêt des banques. Et puis, les armateurs belges et hollandais de Port d'Anvers, de Rotterdam et d'Amsterdam. Ils lui ont prêté également de l'argent pour transporter les armes, les munitions, le matériel, depuis la Belgique jusqu'au Congo. Tout cela a été fait à crédit. Et enfin, les familles royales anglaises et hollandaises. Et pour terminer, les amis juifs, n'est-ce pas, de Léopold II. Alors, l'encours global de la dette de Léopold II auprès de ces différents créanciers internationaux est estimé par les historiens les plus sérieux à 25 millions de francs or, soit 25 milliards de dollars aujourd'hui. J'anticipe un peu, je vous signale que cette dette colossale a été payée 4 fois, sans que nous le sachions. Cette dette a été éteinte 4 fois, de 1908 à 1960, sans que nous le sachions. Alors que cette dette a été éteinte par nous, les Congolais, mais ce n'est pas nous qui avions payé cette dette. Donc nous avons payé 4 fois une dette que nous n'avions jamais contractée. Jamais. C'est le roi Léopold II qui a pris la dette auprès des banquiers, et non pas nos arrière-grands-pères et nos grands-pères. Mais c'est les minerais du sous-sol congolais. C'est la main-d'œuvre dans la sueur des Congolais qui ont permis le remboursement de cette dette 4 fois. Donc, voilà donc pour la liste des créanciers du roi Léopold II. C'est très très important parce que nous allons, n'est-ce pas, revenir là-dessus un peu plus tard. Lors de la table ronde qui se tient à Bruxelles pour la deuxième indépendance, cette table ronde s'est tenue à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Cette question du remboursement des dettes par les indigènes congolais n'a jamais été abordée ni même posée. Les gens, ceux qu'on appelait les pères de l'indépendance, qui sont partis à Bruxelles pour assister à la table ronde, pour négocier les conditions de l'indépendance, n'ont jamais posé la question de pourquoi nous avons payé une dette que nous n'avions jamais remboursée, que nous n'avons jamais contractée. Nous avons payé 4 fois la dette. Mais cette dette, ce n'est pas nous qui l'avons contractée. Mais cette dette n'a pas été payée aux Belges. Cette dette a été payée aux créanciers du roi Léopold II. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, la Belgique n'a jamais été la propriétaire du Congo belge. Le Portugal fut le propriétaire de l'Angola et du Mozambique. C'est-à-dire le Portugal en tant qu'entité morale, en tant que personne morale, en tant qu'État. Le Portugal fut le propriétaire de la puissance colonisatrice de l'Angola et du Mozambique notamment. La France a colonisé le Mali,
colonisé, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville, après il a colonisé le Togo, évidemment, quand le Togo est devenu, quand le Togo a quitté la possession coloniale allemande. Donc, les colonies françaises, les colonies anglaises furent la possession de l'Angleterre. Mais le Congo belge, n'est-ce pas, n'a jamais été la propriété de la Belgique. Le Congo belge n'a jamais été la propriété de la Belgique jusqu'aujourd'hui. Le Congo belge a été géré, administré par la Belgique, pour le compte des créanciers du roi Léopold II, pour le compte de ces gens-là, les actionnaires, les principaux actionnaires de ces grandes entreprises. La Belgique a travaillé comme salarié. La Belgique a été payée pour ça. Et vous allez comprendre pourquoi la Belgique va sortir de la Deuxième Guerre mondiale sans dette. On nous a appris ça à l'école. On nous disait ça tout le temps, la Belgique est sortie de la Deuxième Guerre mondiale sans dette. Mais pourquoi? Pour quel miracle? Tout le monde, après la guerre de 40-41, était endetté, y compris les puissances victorieuses. Les États-Unis étaient endettés auprès des banques, parce qu'ils ont dû emprunter de l'argent, des milliards pour fabriquer des armes. L'Union soviétique était endettée. Le Canada était endetté. L'Australie était endettée. Ce sont là, l'Angleterre était endettée. Ce sont là les pays qui ont vaincu Hitler. Donc les puissances victorieuses d'Hitler étaient endettées. Et évidemment, les pays qui ont été battus militairement étaient aussi endettés forcément. L'Italie, évidemment l'Allemagne, la Belgique, tous les pays qui ont été, la Hollande, qui a été occupée par Hitler. Alors, comment expliquer que la Belgique, qui a été occupée pendant 5 ans, sorte de cette guerre sans dette? Eh bien, la réponse se trouve au Congo belge. Je vous la donne déjà. Le Congo belge envoyait chaque année au gouvernement belge en exil à Londres, c'est-à-dire au roi Léopold III, qui est parti en exil à Londres. Le Congo belge envoyait chaque année au gouvernement belge en exil à Londres 50 millions de dollars de l'époque, qui permettait évidemment au gouvernement belge de faire face aux dépenses de l'armée allemande installée sur le territoire belge. Cette situation va entraîner des conséquences extraordinaires pour la Belgique un peu plus tard. Pourquoi? Parce que quand vous voulez cacher quelque chose, vous voulez confier, vous voulez cacher quelque chose, si vous donnez par exemple votre voiture ou un bien quelconque à une personne qui est endettée, le jour où le créancier vient, eh bien, il prend les biens de son débiteur, mais aussi les biens qu'il trouve là-bas, même si ce n'est pas les siens. Or, en 1945, la Belgique sort de la Deuxième Guerre mondiale sans dette. C'est ainsi que la Belgique va devenir le siège de l'OTAN. La Belgique reçoit le siège de l'OTAN, de l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord, tout simplement parce que c'est un pays crédible, il n'a pas de dette. C'est ainsi que la Belgique reçoit les plus grandes institutions européennes, parce que c'est un pays qui est sans dette. Donc, tout cela, c'est les conséquences de la colonisation, qu'on appelait la colonisation belge, qui fut en fait une vaste entreprise de remboursement des dettes du roi Léopold II. La colonisation du Congo par la Belgique ne fut qu'une colossale entreprise de remboursement de dettes laissée par le roi Léopold II. Ce remboursement, ce n'est pas la Belgique. La Belgique n'avait pas les moyens de rembourser la dette. Parce que les gens disent, ah, il y a eu une cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique. Mais si l'État indépendant du Congo a été cédé à la Belgique, mais que sont devenues les dettes alors du roi Léopold II? Parce que si vous acceptez l'État indépendant du Congo, vous acceptez le passif et l'actif. Et le passif, en l'occurrence, c'était 25 millions de francs hors de dettes laissés par le roi Léopold II. Avec quoi la Belgique allait-elle la payer, cette dette-là? La Belgique n'a pris que l'administration, c'est-à-dire la gestion de l'État indépendant du Congo pour le compte des créanciers du roi Léopold II. Donc la Belgique est devenue en fait le pays salarié des créanciers. Et donc, cela repose la question du contentieux belgo-congolais. Excusez-moi, je vais éteindre. Donc, la Belgique
la question du fameux contentieux belgo-congolais. Je ne dis pas que ce contentieux n'existe pas, il existe. Mais c'est un contentieux minuscule, tout petit, par rapport à l'énorme contentieux que nous avons vis-à-vis des créanciers. Mais ce contentieux-là, personne n'en a jamais parlé. Personne n'a jamais demandé. Que ce soit Lumumba, que ce soit Mobutu, que ce soit Tchombe, tous les politiciens congolais, en 60, ont parlé du contentieux belgo-congolais. Mais c'est un contentieux qui est tout à fait ridicule. C'est le contentieux d'un magasinier, d'un vendeur. Mais le véritable contentieux, c'est avec le propriétaire du magasin, c'est-à-dire avec les actionnaires. Et c'est grâce au remboursement 4 fois de cette dette qu'on va assister à la naissance des premières multinationales. C'est le Congo qui se trouve à la base des premières, c'est-à-dire de la naissance des grands capitaux, des grandes finances qui vont permettre aujourd'hui l'émergence d'un capital monopolistique de l'État qui contrôle l'économie du monde entier. Parce que le Congo fut l'affaire la plus rentable durant tout le XXe siècle. Le Congo fut plus rentable que le barrage, que le canal d'Assouan, le canal de Suez, pardon. Le Congo fut plus rentable que le canal de Suez. Le Congo fut plus rentable que le canal de Panama. Le Congo belge fut plus rentable que les emprunts russes. Je crois que vous le savez, sous le tsar Nicolas II, les pays occidentaux avaient prêté de l'argent à la Russie. Eh bien, lorsque Lénine fait son coup d'État en 1917 et prend le pouvoir et tue le roi Nicolas II, Lénine refuse de rembourser les dettes. C'est Poutine qui vient rembourser, c'est il y a quelques années, hein, les fameux emprunts russes. C'est Poutine qui les a remboursés. Et c'est pour cela que pendant un certain temps, Poutine était plus ou moins bien vu parce qu'il a remboursé l'argent. À un taux tout à fait ridicule, mais en fait, il a fait le geste. Donc pendant tout le XXe siècle, le Congo est l'affaire la plus rentable du monde. Mais c'est une affaire qui est entre les mains des créanciers du roi Léopold II. Donc vous avez la liste ici derrière moi. C'est le Congo belge en particulier, comme vous le savez, qui va fournir pendant la Deuxième Guerre mondiale 1250 tonnes de minerai d'uranium qui permettront la fabrication des 3 premières bombes atomiques. Il y en a eu 3 qui ont été fabriquées avec l'uranium de Chine Kologwe, extrait dans le Katanga. La première bombe atomique a été explosée à titre de test. Et pour les personnes qui vont aux États-Unis, s'ils ont l'occasion d'aller dans le désert du Nouveau-Mexique, dans l'État du Nouveau-Mexique, il y a là-bas un site qu'on appelle Alamogordo. Le site d'Alamogordo. C'est là où la première bombe atomique a explosé, la première bombe atomique de l'humanité, de notre monde. Eh bien, vous allez voir, il y a là-bas un site qu'on appelle le site d'Alamogordo, et l'endroit exact où la bombe a explosé, ce site s'appelle le Trinitite. Trinitite. Parce que, vous allez le voir, le Congo a un destin prophétique derrière. Il y a une main terrible derrière. Et curieusement, le site où a explosé la première bombe fabriquée avec l'uranium congolais s'appelle le site de Trinitite. Et il y a eu 3 bombes. La première bombe a été testée à tir d'essai. La deuxième bombe, vous le savez, a explosé au-dessus d'Hiroshima le 6 août 1945. Et la troisième bombe américaine, c'est celle qui a explosé au-dessus de Nagasaki le 9 août, le 9 août 1945. Donc, le Congo est donc le pays qui a permis l'entrée de l'humanité dans l'ère nucléaire. Le Congo et son sous-sol ont permis à notre planète d'entrer dans l'ère nucléaire, pour le meilleur ou pour le pire. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour le meilleur, d'abord, il y a des centrales nucléaires un peu partout ici. Je ne sais pas quel est le taux de couverture de l'électricité ici en Suède du point de vue des centrales nucléaires. Mais en France, c'est 75%. 75% de l'électricité utilisée en France vient des centrales nucléaires. Et donc, derrière, il y a le Congo, puisque c'est le Congo qui a permis, n'est-ce pas, la maîtrise de l'énergie atomique.
Ça, c'est pour le meilleur. Pour le meilleur également, vous savez que y a des bombes, et on utilise n'est-ce pas, dans les radiographies, le radium, parce qu'en fait, le minerai d'uranium, c'était le minerai de radium en fait qu'on a utilisé pour le Congo. Pour le pire, c'est évidemment la guerre. S'il y a une troisième guerre mondiale aujourd'hui, elle sera nécessairement une guerre thermonucléaire. Et s'il y a une guerre thermonucléaire, la responsabilité morale et spirituelle du Congo et des Congolais est engagée, voulu ou pas. Parce que l'uranium a été extrait du sous-sol du Congo et il a été extrait avec la sueur et le sang et la main-d'œuvre, le travail de nos pères et de nos grands-pères. Parce qu'évidemment, les travailleurs qui ont extrait le minerai d'uranium n'étaient pas protégés, ils ont tous été irradiés. Donc on a payé le plus cher. Donc en cas de troisième guerre atomique, la responsabilité du Congo et des Congolais est engagée. La responsabilité morale et spirituelle. Il faut que nous le sachions. Autre preuve que notre pays est un pays unique. Le Congo est la seule colonie au monde qui a été acceptée comme membre